Et je crois que ce soir, avec notre conférencier, Monsieur Jean-Paul Brizol, qui est magistrat, qui est une personne qui, par son rôle professionnel, est amené à trancher, à proposer des règlements juridiques aux questions qui sont posées, est également amené, par son goût personnel, à se poser des questions d'éthique concernant la culture. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur les questions de nature, avec la revue juridique de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et M. Brizol il y a quelques temps. Et il nous fait la gentillesse de venir apporter son regard, sa vision et son savoir sur ces questions de restitution de biens culturels qui méritent d'être réglés à froid, j'allais dire, plutôt que d'être réglés à chaud, et qui méritent qu'on mette autour de la table tous les partenaires et tous les arguments pour ou contre, et qui nous permettraient d'avoir un regard à la fois apaisé sur les questions de restitution et en même temps un regard affûté par les différents arguments que pourraient nous apporter les uns et les autres. Et je crois que c'est dans cet esprit que la conférence de ce soir a été bâtie pour notre enrichissement. Conférence qui est également en pleine dans l'actualité, puisque c'est le 12 mai prochain que le musée de Rouen et la sénatrice c'est plus la Seine inférieure, c'est la Seine maritime, viendra également remettre ces têtes, les premières têtes maoris, puisqu'il s'agit simplement des premières, à l'initiative du musée de Rouen, au musée Te Papa Tongareva, le musée national de Nouvelle-Zélande, à Wellington, donc le 12 mai prochain. Donc cette conférence vient à point nommé pour jeter un regard rétrospectif sur les questions éthiques et culturelles que posent ces questions de restitution, et en même temps peut-être évoquer d'autres questions à venir, puisque c'est un sujet inépuisable. Voilà, je vous cède la parole et vous souhaite une bonne conférence à toutes. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, de votre présentation. J'interviens ce soir pour la première fois au centre Chibaou, et c'est pour moi un honneur de pouvoir intervenir dans ce lieu prestigieux. Sur un sujet difficile, sensible, délicat, complexe, et je m'efforcerai de mon mieux de l'aborder avec des idées simples, peut-être avec une prise de vue ou un angle d'approche plus juridique, puisque je suis juriste, mais je déborderai aussi sur d'autres considérations, et je m'efforcerai toujours d'être attentif à la qualité de votre attention, et si d'aventure je risquais de la lasser, eh bien je me propose de faire des coupes pour ne pas prendre le risque ou de vous donner un propos qui puisse être trop technique. La question de la restitution des biens culturels n'est pas une question nouvelle. Depuis l'Antiquité déjà, certains demandaient le retour de certains biens emportés par l'occupant. C'est le cas notamment de l'historien Polybe, 2 siècles avant Jésus-Christ. La France, d'ailleurs, au cours de son histoire, dut rendre au rythme des batailles, des victoires, des défaites, dut rendre assez souvent des pièces confisquées, notamment au cours des campagnes européennes de Napoléon, le champion du pillage. Ainsi, après la défaite de Waterloo en 1815. Si l'on remonte un peu dans cette rétrospective, on peut dire que l'Égypte est certainement le pays le plus offensif en matière de restitution. Mais certains pays de l'Europe, de l'Union européenne, et le plus connu de ces pays est la Grèce, réclament également depuis des années et des années à la Grande-Bretagne les frises et les métopes du Parthénon, par exemple. Mais cette question classique a pris un aspect radicalement nouveau depuis quelques années avec la reconnaissance des droits des peuples autochtones, avec la montée des souverainetés autochtones un peu partout dans le monde. Nombre d'États ont pris conscience que leur marche en avant se poursuivrait qu'à la condition que s'épanouisse leur identité culturelle. La restitution s'entend alors comme un retour, ces termes sont extrêmement importants, un rapatriement, sans connotation de biens illégalement soustraits à un pays d'origine. C'est une question très importante. Le droit à la restitution concerne des biens qui sont l'expression de la culture d'un peuple, des biens qui peuvent être rattachés à une identité, qu'elle soit religieuse, ethnique ou nationale. En effet, il y a dans le monde des cultures vivantes
et elles ont besoin de certains objets identitaires qu'elles ont perdus et qui se trouvent dans les musées occidentaux. Le droit à restitution des biens considérés par les peuples autochtones comme des éléments essentiels de leur patrimoine culturel et identitaire s'inscrit dans la reconnaissance juridique et politique des droits des populations autochtones. De fait, les musées, les institutions muséales ont été confrontés depuis près de 20 ans à des demandes croissantes de restitution et un mouvement de retour des objets s'est engagé corrélativement. On assiste actuellement à un mouvement mondial de retour des objets vers leur communauté d'origine. J'organiserai mon propos en 3 thèmes. Le premier thème, j'essaierai de dégager la problématique générale de la restitution. Dans un second thème, je m'efforcerai de vous présenter la controverse juridique ou la bataille juridique ou l'affrontement de 3 grandes questions. La première question, c'est l'inaliénabilité des collections publiques. La seconde, c'est le statut des restes humains. Et puis la troisième, bien sûr, c'est le droit à restitution. 3 notions qui s'entrechoquent et dont la seule manière de sortir pour le moment est la validation législative. Mais j'essaierai de vous montrer, dans le sillage de la réflexion engagée par les élus de la ville de Rouen, quelques frémissements de la jurisprudence qui pourraient annoncer une évolution sensible et substantielle du droit en la matière. Nous ferons de la prospective juridique. Et puis, dans une dernière partie, si, bien sûr, je ne vous ai pas lassé d'ici là, je m'efforcerai de donner une esquisse de ce que pourrait être un droit à restitution dans une perspective océanienne, de l'échange, de la coutume, de la circulation des objets, parce qu'ici, on peut avoir une perception qui est une perception singulière, qui peut être différente de celle que l'on peut avoir à Paris, dans un bureau, dans une technostructure quelconque, parce que nous avons la chance de vivre ici, sur ce territoire d'exception. Premier thème, par conséquent, la problématique de la restitution. Et pour traiter cela, d'abord, je vous présenterai, je me suis efforcé de dresser une typologie du départ des objets. Parce que si on parle du retour, il faut s'interroger aux modalités du départ. Donc je ferai une sorte d'inventaire, le mieux possible, des conditions dans lesquelles ces objets ont pu quitter les communautés d'origine. Ensuite, j'exposerai cette question si surprenante de la présence des restes humains dans les musées. C'est une question qui déroute. Et vous verrez tout à l'heure que les musées sont remplis de restes humains. C'est tout à fait surprenant. Et puis, pour clore cette première partie, je vous présenterai les sources du droit à restitution, forme assez logique, les sources internationales d'abord et les sources internes ensuite. Premier point, donc, la typologie des départs. Tout d'abord, la spoliation, mais j'avais imaginé, dans un premier temps, je n'avais parlé à Emmanuel Casarero, donner une approche un peu compréhensible de ce terme, mais il doit être réduit à la spoliation des biens des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, biens confisqués par les nazis. On ne peut pas l'étendre. J'ai fait quelques consultations là-dessus d'universitaires et ils m'ont convaincu de ce que ce terme avait une acception juridique qu'on ne pouvait pas étendre. Bon, ce faisant, la jurisprudence administrative les juges traitent encore de ces questions et récemment, le Conseil d'État a rendu un arrêt en ce qui concerne la restitution d'un tableau de Puvis de Chavannes. C'est un triptyque. C'est une restitution. Après spoliation, mais c'est évidemment à l'extérieur de notre propos. Deuxième catégorie, le droit au butin. C'est certainement l'essentiel de la ressource. On sait que l'une des nombreuses origines du musée, présentée par les historiens, est la coutume des impérateurs romains d'entrer dans Rome pour témoigner de leur victoire, par un défilé qui exhibait toutes les pièces précieuses rapportées des nations vaincues et dont les vainqueurs étaient désormais propriétaires. Le musée est d'abord le butin de l'armée victorieuse, le fruit des pillages, mais des pillages légaux, parce que ça faisait partie du droit de la guerre, jusqu'à une certaine période où le droit de pillage était interdit. L'appropriation par la violence des richesses du dominé au profit du dominateur. Ainsi, les campagnes d'Italie conduites par le général Bonaparte sont l'occasion d'une formidable razzia sur les plus riches collections d'art du monde. On pourrait multiplier les exemples à l'envi. S'agissant du droit au butin qui s'est exercé pendant la période de colonisation, je prendrai 2 exemples. Tout d'abord, les célèbres plaques de bronze du palais du Bénin. Et d'ailleurs, l'argument ici est devenu un argument muséographique. Ces plaques de bronze sont exposées avec un grand effet esthétique au British Museum et une notice historique apposée à proximité précise qu'il s'agit d'un butin
de l'expédition militaire de 1897 qui écrasa la résistance à la domination britannique dans le sud du Nigeria. Deuxième exemple, le pays d'Ogon, les falaises de Bandiagara. Je sais qu'ici, il y a des connaisseurs tout à fait distingués de cette région mythique, le pays d'Ogon, falaises de Bandiagara. Par exemple, le lieutenant Louis Desplanes, en 1907, qui était en service dans cette région, dans la falaise de Bandiagara, atteint un auvent rocheux orné de nombreuses peintures rupestres dont il rapporte des fragments au musée d'ethnographie du Trocadéro, ainsi que des objets utilitaires. Et ces objets sont d'ailleurs actuellement exposés lors d'une exposition temporaire au musée du Quai Branly, exposition consacrée au pays d'Ogon. Alors, bien sûr, est-ce que le lieutenant a eu raison? Est-ce que ces peintures rupestres doivent être à Bandiagara? Est-ce qu'elles doivent être à l'exposition du Quai Branly? Bon, ceux qui connaissent le pays d'Ogon savent que l'islamisation de la région, la pression touristique ne sont pas des facteurs favorables à la conservation de ces peintures rupestres. Donc on peut en discuter. Voilà, je livre la question. Elle reste entière. Ceux qui aiment le pays d'Ogon auraient bien sûr aimé pouvoir continuer à y aller et voir les peintures rupestres. Mais encore faut-il que les dites peintures puissent être conservées dans des conditions scientifiques acceptables. Forme suivante du départ des objets, c'est un terme un peu ésotérique, mais je vais l'expliquer, l'elginisme, du nom de Lord Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople et qui est à l'origine de l'une des revendications célèbres aujourd'hui, les plus célèbres, j'en ai déjà parlé, celle présentée par la Grèce auprès de la Grande-Bretagne pour la restitution des sculptures du Parthénon et de l'Erechtheion. Vous voyez, là nous sommes vraiment au cœur du problème parce que le directeur du British Museum, Neil MacGregor, dit non, c'était légal, ça faisait partie d'un contexte historique et juridique qui permettait ça, et de toute façon, et l'argument est un argument très important pour la suite de ce qui sera développé, ces objets appartiennent au patrimoine de l'humanité. Ils n'appartiennent pas à un pays spécifiquement. Et cette question de la distinction entre un objet qui se rattache à une identité ou qui se rattacherait au patrimoine universel de l'humanité est une question fondamentale. Parce qu'évidemment, un objet qui appartient à la deuxième catégorie, ça ruine le lien qu'il peut y avoir entre l'objet et une culture identitaire. Il peut y avoir des situations mixtes. On le verra si on a suffisamment de temps. Catégorie suivante, je l'ai intitulée « Le vandalisme raffiné ». Ça vaut ce que ça vaut. Le cas célèbre, si vous voulez, c'est André Malraux, qui arrive encore à la mi-décembre 23 et qui arrache 7 statues de pierre du temple de Ben Tasrein. Nous y sommes allés, j'ai vu l'endroit où les pierres avaient été enlevées et j'ai vu l'endroit où elles avaient été restituées, recellées. Arrivé à Phnom Penh, le 23 décembre 1923, il est arrêté, assigné à résidence. Il est condamné le 28 octobre 24 à 3 ans de prison ferme. Et ce vol, ce vandalisme, a inspiré les meilleures pages de la Voie royale. Michel Léris, notamment dans l'Afrique fantôme, qui est un très beau livre, mais dont la lecture, pour moi, est altérée par ce que je vais dire maintenant. Si vous promenez dans la zone africaine du musée du Quai Branly, vous pourrez deviner, au fond d'une boîte plongée dans l'obscurité, des fentes qui rappellent un sanctuaire bambara. On y entrevoit le fameux Kono, subrepticement enlevé par la mission scientifique Dakar-Djibouti de 31-33, suivant le récit qu'en donne Michel Léris dans le livre précité, L'Afrique fantôme. Autre catégorie, et là c'est une catégorie sui generis concernant la personnalité du détenteur, celle du amateur d'art, le président Jacques Chirac. Mais ça n'a rien à voir avec la catégorie précédente, c'est une catégorie autonome. Elle est intéressante, bien qu'anecdotique, parce qu'elle permet d'expliquer quelque chose d'important. C'est l'étonnante affaire du bélier en terre cuite offert à Jacques Chirac par le personnel de l'Élysée, qui avait acheté en toute légalité un antiquaire reconnu et qui s'est révélé être un bien de Thial, au Mali, pillé par les villageois eux-mêmes qui y avaient vu un moyen de gagner de l'argent. Il est restitué en 1998 sous l'impulsion du directeur du musée de M. Sidibé, le directeur du musée de Bamako. À la suite d'une campagne de presse au Mali, les journaux titrant « Chirac renoue ton mouton » et il se trouve actuellement au musée de Bamako. Mais cet exemple anecdotique
est important parce qu'on voit bien les choses. Personnel du disait, on fait un cadeau au président, on fait une collecte dans les gens qui sont dans l'administration connaissent bien, et puis il y en a un qui se dévoue, qui va dans le quartier de la rue Saint-Guillaume, à Paris, il y a de grands antiquaires, il fait une acquisition avec une facture, tout le monde est très content. C'était l'anniversaire du président, les choses se passaient bien. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'anormal, ce n'est pas du vandalisme, c'est un acte tout à fait classique d'offrir à un amateur d'art un objet qu'on achète chez un antiquaire. Eh bien non, ça a eu des répercussions importantes et la restitution a été obligée de se faire. Ce qui vous montre bien que le droit à restitution, c'est anecdotique là, mais c'est pour bien faire comprendre, est tout à fait neutre par rapport aux conditions de sortie de l'objet d'une communauté ou d'un territoire. Ce qui m'amène tout à fait simplement à parler maintenant d'une catégorie que j'ai appelée les départs paisibles d'objets. Nous avions parlé de ça avec Emmanuel Casareo. Vous verrez, c'est une pierre magique, une pierre à cochon qui est absolument magnifique. Chaque fois que je vais au musée du Quai Branly, c'est une pierre que je trouve extrêmement belle. C'est un objet qui s'offre à la délectation dans notre regard, au ravissement, pour reprendre les termes de Fernand Léger. Et c'est un objet, une pièce qui a été collectée par Jean Guiard. Et il a obtenu cette sculpture remarquable dans le nord de l'île d'Ambrym, à un moment où un villageois, son propriétaire, URL Muellum, voulait s'en débarrasser parce que, sous le regard des missionnaires, il considérait que cet objet était maléfique et qu'il avait provoqué la maladie de son fils. Donc, vous voyez, ce départ d'objet a été une façon de sauver l'objet. Et des grandes collections se sont constituées comme ça, par ce type de départ qu'on peut appeler des départs paisibles. Cet objet, qui est un objet aux qualités esthétiques tout à fait remarquables, est aussi un objet qui a une importance substantielle pour les communautés autochtones et qui peut rentrer dans la catégorie des objets pouvant potentiellement être restituables. Je le pense. Et vous voyez ici, évidemment, la difficulté de la démarche, parce que, évidemment, il y a la confrontation entre l'intérêt esthétique et muséologique de l'objet et le droit au retour. Là, une confrontation des deux considérations. Enfin, un courant qu'il faut bien évoquer, je sais qu'il y a des médecins parmi vous, et je le ferai avec beaucoup de délicatesse, c'est le courant des médecins ou ce qu'on a appelé la biologie raciale. C'est André Leroy-Gourand, un ethnologue, vous savez, bien connu, qui a identifié un courant de l'ethnologie, le courant des médecins préoccupés par l'origine des races. Et dans cette catégorie de médecins, il y avait un certain professeur Paul Broca, un grand nom de l'anthropologie, mais qui avait du goût pour les pillages et qui était allé piller une 60aine de crânes basques récents en Pays basque espagnol pour étudier la spécificité raciologique, du moins le pensait-il, des Basques. La tête d'Ataï, mort au combat en 1870, a été conservée dans du formol, montrée à Nouméa, puis emportée en métropole. Elle a été étudiée par le préparateur du docteur Broca, et le compte-rendu de son étude a été publié dans la revue d'anthropologie de Paris. Paul Broca était certainement un pilleur de crâne et de tête, mais c'était aussi un grand savant. Il est le créateur de la chirurgie moderne du cerveau et le fondateur de l'anthropologie. Vous voyez toute l'ambivalence du courant des médecins. Cette considération nous conduit tout naturellement à dire quelque chose sur la présence des restes humains dans les musées, c'est-à-dire sur les restes humains devenus objets culturels, soit pour la contemplation esthétique, soit pour la recherche scientifique, et je dirais tour à tour quelques mots sur ces deux catégories de préoccupations. En ce qui concerne la contemplation esthétique. Quels sont les restes humains que la plupart des visiteurs, lorsqu'ils se rendent dans un grand musée, s'attendent à voir ? Pour répondre à cette question, je vais vous proposer pendant quelques instants d'imaginer, ça c'est pour le repos de votre esprit avant d'aborder des questions plus arides, mais d'imaginer que vous êtes en train de visiter le British Museum, que vous visitez le département océanien de ce musée avec comme guide Niall MacGregor, son directeur. Voici le commentaire que vous entendriez. Je vous demande de faire cet effort d'imagination, s'il vous plaît. Voilà, vous l'entendez. Il vous dirait, on a bien sûr les momies d'Égypte, mais aussi celles provenant du Mexique. Ceci est en fait un crâne. C'est un reste humain,
Mais c'est aussi un artefact fabriqué par les personnes qui ont pris le crâne, dans des circonstances qui nous sont inconnues. C'est probablement un objet du XVe ou XVIe siècle. Ceci est donc un objet culturel qui nous dit beaucoup des attitudes. Ces objets contiennent tous deux des dents humaines. Celui à gauche vient des Ashantis du Ghana moderne. Les dents ont été insérées à l'intérieur du bracelet. L'objet à droite vient d'Hawaï. C'est le bol d'un chef. Il est utilisé comme spatule de manière à ce que les fluides corporels du chef ne puissent être dérobés par le sorcier. Mais il contient des dents qui nous présumons avoir été prélevées sur des ennemis tués. Si on continue à travers le monde, ici en Océanie, ces deux objets venant à gauche des îles Salomon, à droite du Vanuatu, contenaient un vrai crâne humain. Si l'on va en Amérique du Nord, sur la gauche, vous pouvez voir une cravache, et sur le manche de la cravache, un fémur humain gravé qui retient les lanières de cure de buffle. Sur la droite, un éventail des îles Marquises, où la boucle à l'extrémité du manche est faite également d'os humains. Voilà, la fin de la visite. Mais vous voyez, la prégnance des restes humains dans les musées, et ces restes humains intègrent des objets qui sont réellement des objets d'art, qui nous ravissent, qui s'offrent à notre contemplation, à la délectation de notre regard, pour reprendre les termes de la charte de l'ICOM. Les restes humains sont dans les musées pour la contemplation esthétique, mais ils sont aussi à la fois dans les musées pour la recherche scientifique. Les naturalistes et anthropologues du XIXe siècle ont rassemblé des collections immenses de plusieurs dizaines de milliers de spécimens, comme celles des musées de Paris et de Londres, constituant un réservoir unique et précieux d'informations pour notre propre espèce. À la fois témoins de l'histoire de la médecine et derniers spécimens de pathologie disparue, les squelettes du musée de la Faculté de médecine de Paris représentent un potentiel unique pour les historiens de discipline. Après avoir esquissé une typologie des départs, après vous avoir parlé de cette question insolite des restes humains dans les musées, cette question un peu déroutante, le moment est venu d'exposer, et il n'y a pas de surprise, puisque c'est le troisième point que je vous avais annoncé de ce premier thème, le moment est venu d'exposer les sources juridiques du droit à restitution, les sources externes tout d'abord, et les sources internes ensuite. Les sources externes, ce sont les sources internationales, c'est la déclaration du 13 septembre 2007, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, je vous donne les termes essentiels. Article 11, droit à restitution, vous voyez, des biens religieux et spirituels des peuples autochtones. Vous avez là un indice de ce qui sera développé tout à l'heure, sur ce lien entre les objets et le sacré. Et l'article 12, le droit au rapatriement de tous les restes humains. Les États veillent au rapatriement par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces. Bon, je vous donne l'essentiel. Vous voyez, cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies est une recommandation dépourvue de tout effet juridique. C'est ce qu'on appelle en droit le soft law. Pas de contrainte, ce n'est pas du droit contraignant, c'est du droit souple. Mais ce faisant, et ça, s'il y a des étudiantes et des étudiants ici, ils sont sensibles à ça parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, il y a des coutumes qui se cristallisent dans le monde et qui, d'une manière ou d'une autre, vont intégrer, par le biais de cette cristallisation du droit, des principes généraux, comme les principes généraux du droit, et qui vont s'insérer dans le bloc de la légalité des États et devenir du droit interne. C'est un phénomène très intéressant. Alors, voilà, vous le comprenez, il y a aussi dans les sources internationales le droit à restitution, le code de déontologie du Code international des musées, l'ICOM, qui fixe des principes généraux du droit. Ce sont des principes déontologiques qui sont d'une haute tenue intellectuelle et morale, mais c'est du droit privé. C'est du droit sans force juridique. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit du droit qui ne soit pas efficace. L'expérience prouve qu'un droit non contraignant peut parfois être plus efficace qu'un droit contraignant, parce qu'il s'impose à la conscience. À cette mondialisation du droit correspond une déclinaison de ces principes en droit interne. Tous les pays concernés par les souverainetés autochtones ont élaboré un système juridique pour le rapatriement des objets, pour le retour des objets. Par exemple, aux États-Unis, le mouvement de reconnaissance de l'héritage amérindien a conduit à l'adoption en 1990 de ce qu'on appelait le Native American Grave Protection and Repatriement, l'acte, le NAGPRA, qui donne aux communautés autochtones le droit de rapatrier les ossements humains et les objets qui leur sont associés.
Je ne détaillerai pas l'ensemble des pays concernés parce que je l'ai fait par honnêteté intellectuelle à votre égard, mais bien sûr, je ne vais pas vous lasser en décrivant tous les systèmes juridiques, bien que ce soit passionnant. Parce qu'on trouve dans chaque système la singularité des peuples, des coutumes, etc. Mais vous l'imaginez, je concentrerai mon propos plutôt sur l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998. Et l'accord de Nouméa est évidemment important pour un juriste parce que c'est bien sûr, vous le savez, un acte politique, mais c'est aussi un acte juridique et un acte qui est codifié dans la Constitution par le biais de la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa, donc qui se trouve au sommet de la pyramide des normes juridiques. Vous voyez, ce n'est pas du tout, alors là, pour le coup, ce n'est pas du soft law, c'est du droit dur. Que nous dit l'accord de Nouméa ? L'État favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie d'objets culturels kanaks qui se trouvent dans les musées. Il favorisera le retour des œuvres du patrimoine kanak sous la forme juridique de prêt de longue durée renouvelable. C'est une formule très importante. Et si j'ai le temps, et encore une fois, si je ne lasse pas votre attention, vous verrez que ce texte de 98 anticipe sur la formule qui a été trouvée pour les manuscrits coréens et pour, en fait, s'affranchir du principe d'inaliénabilité des objets qui sont dans les collections publiques. Vous voyez, ici, l'accord de Nouméa, comme dans beaucoup d'autres domaines, est vraiment à l'avant-garde. À l'avant-garde, puisque pour les manuscrits coréens, on a dit le président Sarkozy a trouvé une formule, c'est tout à fait inédit, etc. Seulement, ça existait depuis 1998 dans du droit constitutionnel. Alors, j'ai terminé, si vous voulez, cette première partie. Vous l'avez, je crois, maintenant à peu près la configuration bien en tête. Cela m'amène à vous présenter la seconde partie et qui se rattache, si vous voulez, à la problématique juridique que je vais me forcer de vous présenter sous la forme d'un travail de vulgarisation. Le droit à restitution se heurte à un dogme. Certains disent même, et ce sont des juristes qui le disent, donc je peux le répéter, des juristes éminents, se heurtent à tabou. L'inaliénabilité des collections publiques, c'est quelque chose de dur. C'est la raison pour laquelle, avant de vous entretenir de la problématique des têtes maories et du précédent immédiat de la Vénus Hottentote, je souhaite vous présenter de manière rapide, mais c'est indispensable, la question fondamentale du statut juridique des œuvres qui constituent les collections publiques des musées dans les domaines artistiques, scientifiques et autres. C'est le nœud du problème. Il mérite l'examen. Je vais me forcer de faire simple. Je vais vous expliquer pourquoi les objets culturels ne peuvent pas sortir des collections publiques du fait de leur appartenance à la domanialité publique. Le régime de la domanialité publique concerne des biens dont l'État, une collectivité publique ou un établissement public est propriétaire, et j'en arrive à la portion clé de raisonnement, qui sont affectés à l'exécution d'un service public. Or, et nous touchons là au vif du sujet. Au vif du sujet. Les musées exercent une mission éminente, substantielle de service public. Je dirais, c'est du service fondamental, du service public fondamental, totalement étranger et qui ne peut pas être rentré dans une logique du marché. Et vous verrez que c'est la grande tentation actuellement de faire rentrer les musées dans une logique de marché, de les privatiser. L'idée de musée n'est seulement avec la Révolution française, le siècle de Lumière. Elle substitue à la collection princière et privée, signe de puissance et de richesse, un immense espace public où sont rassemblées toutes les œuvres qui témoignent de l'esprit universel pour l'éducation du genre humain. C'est par la fréquentation des œuvres d'art, je dirais la fréquentation quotidienne des œuvres d'art grâce au musée, que l'on peut enrichir notre vision du monde, que l'on peut s'ouvrir à la vision d'un autre monde, que l'on peut s'ouvrir à l'autre, que l'on peut cultiver tout simplement notre goût, non pas par la culture, mais par la fréquentation des objets et par ce dialogue intime que l'on peut nouer et mener avec eux au plus profond de notre cœur. L'inaliénabilité est la conséquence de cette mission des musées. Et cette inaliénabilité écarte une gestion mercantile du musée, dénoncée avec véhémence par Jean Clair dans un pamphlet qui s'appelle « Malaise dans les musées », publié en 2007 chez Flammarion.
Vous voyez, la privatisation des musées permettrait la sortie des objets et leur restitution. Mais la privatisation des musées, en permettant la sortie des objets, permettrait d'ajuster les fins de mois. On en est là. Imaginez-vous que la Cour des comptes vient de passer au crible 10 ans de gestion de 37 établissements, dont les plus gros, le Louvre, le Centre Pompidou, Versailles, et pressant des horizons financiers extrêmement durs pour ces établissements qui ont l'autonomie budgétaire. Pour ces grands musées, eu égard à leur gestion, et c'est le rapport qui nous dit ça, ce n'est pas moi, leur gestion pour le moins contestable. Ainsi, par exemple, le Louvre, pour ne citer que lui, et vous connaissez bien sûr la grande polémique sur le Louvre d'Abu Dhabi, mais le Louvre, afin de développer ses ressources propres, le Louvre était prêt à donner à la salle de la Joconde celui du sponsor japonais Nippon Télévision. Vous comprenez que, bien sûr, au rythme de l'évolution du goût du public, c'est ce qu'on appelle la versatilité du goût du public, la tentation serait grande de se séparer de quelques dizaines d'œuvres. Et puis on a juste les fins de mois. Et des lobbies de plus en plus puissants, et il y a même eu d'ailleurs un début de projet de loi sur cette question, sont en faveur d'une privatisation totale des musées, du marchandising des objets culturels, par leur mise sur les circuits économiques du marché de l'art. Mais il y a aussi une résistance, et notamment des conservateurs du musée, qui jouent un rôle fondamental, et qui luttent pour conserver ce principe d'inaliénabilité, parce qu'ils savent que c'est ce principe qui a permis justement de faire que nous ayons les prestigieuses collections que nous avons, de faire que le Louvre est le Louvre, de faire qu'il y a, je crois, 400 000 objets au musée du Quai Branly. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu ce principe d'inaliénabilité, eh bien peut-être que ces collections, nous ne les aurions pas. Alors, à ce stade de la réflexion, vous voyez bien, d'un côté, vous avez un droit qui est proclamé, pas n'importe comment, au plan international, qui est proclamé par le droit interne, dans une norme constitutionnelle. Ça n'est tout de même pas rien. Et d'autre côté, vous avez un principe qui est le principe d'inaliénabilité des objets, qui bloque le départ des objets, qui bloque leur restitution. Alors, la seule façon d'en sortir, c'est de prendre une loi. C'est ce qu'on appelle la validation législative. À la vérité, ce n'est pas très glorieux. Ça veut dire que quand il y a une contradiction entre deux systèmes juridiques, on va prendre une loi de circonstance, on va prendre une loi, c'est pas très glorieux. Et puis vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois qu'on va faire sortir un objet d'un musée, on va prendre une loi. Enfin tout de même, c'est quand même tourner en dérision la machine étatique, de lui demander de faire une loi pour sortir un éventail qui comporte un os humain, ou des choses comme ça ne colle pas. Hein. Donc, mais enfin pour le moment, pour faire sortir un objet, il faut une loi. Mais vous verrez tout à l'heure, il y a quand même deux prémices. Ce qui m'amène maintenant. Je pense que vous avez tous les éléments de compréhension. Ce qui m'amène maintenant, et vous avez tous les éléments de compréhension, à vous parler de deux validations législatives. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Tout d'abord, la Vénus hottentote, que vous voyez, et d'autre part, les têtes maories. La Vénus hottentote. Et vous connaissez tous cela. C'est une tragédie, l'histoire de la Vénus hottentote. Alors que cette jeune femme, Khoisan, autrefois appelée hottentote, est née en 1789, elle était domestique en Afrique du Sud. Et le frère de son employeur suggéra en 1810 qu'elle aille en Europe pour faire fortune en exhibant son corps doté de caractéristiques singulières. De fait, son exhibition fit sensation en Angleterre, à la fois auprès des savants et des curieux, notamment parce qu'elle était issue d'une ethnie présentant chez les femmes certaines particularités morphologiques, la stéatopygie, ce qui veut dire que ces tissus adipeux étaient très développés au niveau des fesses. Son exhibition fit sensation en Angleterre, à la fois auprès des savants et des curieux. Arrivée à Paris en 1814, elle fut exhibée par un montreur d'animaux sauvages sur les foires, étudiée par les naturalistes du musée d'histoire naturelle, notamment Geoffroy Saint-Hilaire et le naturaliste Georges Cuvier, figure du panthéon français, et finit dans la prostitution et la misère. Quand elle mourut en 1815, son corps fit l'objet d'un moulage et fut autopsié par Cuvier. Ces études furent à l'origine de nombreuses spéculations savantes sur les femmes noires et leur sexualité. L'effroyable destin de la jeune femme africaine exhibée en Europe de 1810 à sa mort en 1815 a inspiré un film à Abdelatif Kershish qui vient de sortir, qui s'appelle Vénus noire,
que personnellement je n'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai commentaire, c'est un film qui est très émouvant. Le moulage, ainsi que son squelette, ses organes génitaux et son cerveau, furent exposés dans une vitrine du Musée de l'Homme jusqu'en 1974, puis conservés dans les réserves. C'est la présentation d'un moulage de cette dépouille lors d'une exposition temporaire en 1994 qui avait lancé la polémique. L'Afrique du Sud a demandé le rapatriement, mais vous le savez maintenant, l'inaliénabilité s'oppose à la restitution. Vous le savez, je l'espère, vous en êtes convaincus. Il fallut l'artifice de la loi pour dénouer la situation. Cette loi du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle Saartjie Baartman. C'est une loi de circonstance qui a dû être prise pour écarter un obstacle juridique. Cela me conduit tout naturellement à exposer le second cas de validation législative en commençant par un peu d'histoire. J'en viens, vous vous en doutez, à l'exposition de la restitution des têtes maories. Je pense que maintenant, vous êtes bien armés pour comprendre la problématique devant laquelle étaient confrontés les élus de la ville de Rouen. Vous verrez, ce n'est pas commode. Il a fallu toute leur pugnacité, notamment la sénatrice maire, pour arriver à faire aboutir cette affaire. Un peu d'histoire tout d'abord. Dans la tradition maori, la tête est considérée comme la partie sacrée du corps et le tatouage comme une véritable signature sociale et religieuse. Dans Les Enfants du Capitaine Grand, roman de Jules Verne, paru en 1868, l'auteur explique de manière détaillée les coutumes maoris et expose l'importance de la conservation des restes humains dans la tradition maori. Je cite un extrait du livre Capitaine Grand. La possession de ces restes, étant regardée dans la tradition maori comme indispensable aux destinées de la vie future, le tatouage, le boko des Néo-Zélandais, est une autre marque de distinction du courage extraordinaire personnel du guerrier. Jules Verne, dans ce livre, expose la technique de naturalisation des têtes maoris. Je le cite. Ces têtes avaient appartenu aux chefs ennemis, tombés dans les combats, dont les corps servirent de nourriture aux vainqueurs. Le géographe les reconnut pour tels, à leur orbite cave et privée d'yeux. En effet, l'œil des chefs est dévoré. La tête, préparée de manière indigène, vidée de sa cervelle et dénudée de tout épiderme, le nez maintenu par les petites planchettes, les narines bourrées de formium, la bouche et les paupières cousues et mises au four et soumises à une fumigation de 30 heures. Ainsi, disposées, elles se conservent indéfiniment, sans altération ni ride, et forment des trophées de victoire. Souvent, les Maoris conservent la tête de leur propre chef. Ils les offrent à l'admiration de leurs jeunes guerriers et leur paient un tribut à la vénération par des cérémonies solennelles. Fin de citation. Les couleurs et les motifs choisis obéissaient à une nomenclature particulièrement précise, et parce que la tête était l'une des parties les plus sacrées du corps, celle-ci était momifiée, conservée et exposée au décès du guerrier. Piqués d'exotisme à coloration colonialiste, les Européens du XVIIIe siècle se sont intéressés aux têtes maoris, emplissant ainsi leurs nombreux cabinets de curiosités. De telles collections se sont multipliées en Europe au XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Il s'agissait plutôt que d'un musée, d'un véritable bric-à-brac de curiosités, de bizarreries, dont le but était de susciter l'admiration, la curiosité. L'engouement fut tel qu'un important commerce se développa à travers le monde. Déjà, que celui-ci était moralement condamnable, il dériva alors en de pratiques inhumaines. Des esclaves étaient capturés et mis à mort pour satisfaire à cette horrible lubie. La couronne britannique s'en émut et interdit leur commerce en 1831. C'est dans ces conditions que de nombreux musées de par le monde disposent de ces têtes étranges, près de 500 dit-on, dont environ une douzaine en France, notamment au musée du Quai Branly et une tête au musée de Rouen, il y en avait une à Rochefort. En effet, le musée d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville de Rouen contenait dans ses collections, depuis 1996, au sein de ses réserves, une tête maori donnée, c'était un legs, c'est important, à la ville de Rouen par un certain M. Drouet en 1875 et retrouvée en 2007 dans les réserves par hasard, lors de la fermeture pour rénovation. Or, depuis plus de 20 ans, la Nouvelle-Zélande s'est lancée dans une vaste mais délicate
Politique de demande de retour des têtes tatouées par l'intermédiaire du musée Te Papa de Wellington. Les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits. De nombreux pays ont accédé à cette requête. La ville de Rouen, je crois qu'il faut saluer l'humanisme et le courage des élus, voulait s'inscrire dans ce mouvement de restitution des têtes maories. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Par une délibération du 19 octobre 2007, vous voyez, la ville de Rouen dit pas la peine de recourir à la loi, on va prendre une délibération du conseil municipal. Le conseil municipal de la ville de Rouen a décidé d'autoriser, au vu de son inhumation, selon les rites ancestraux, la restitution de la tête maorie à Nouvelle-Zélande, ainsi que les conditions de cette restitution, entre la ville de Rouen et le musée de Te Papa à Wellington, chargé de l'identification de la tribu d'origine, et à défaut de l'inhumation dans la zone sacrée, spécialement aménagée à cet effet au sein du musée. J'insiste bien sur cette question. La tête retourne dans la famille où va achever le cycle de la mort par l'inhumation. En effectuant cette restitution, nous disent les motifs de la délibération, la ville de Rouen s'inscrit dans une démarche éthique. Cet acte symbolique exprime le respect que l'on doit aux croyances d'un peuple qui refuse que meure sa culture et son identité. Cette tête a en outre le caractère sacré aux yeux des tribus maoris, dit la délibération. Elle retournera donc dans sa terre d'origine et pourra y recevoir une sépulture conforme aux rites ancestraux. Alors, à ce stade, vous voyez, la ville de Rouen disait, voilà, tout est carré, permettez-moi ce terme un peu trivial. Voilà, nous prenons une délibération, nous n'avons pas besoin de prendre une loi, la ville de Rouen est souveraine, la tête lui appartient, on prend une délibération et la tête s'en va, prend l'avion et atteint le musée de Wellington à Te Papa. Mais vous savez que ce n'est pas possible. Vous le savez. Parce que, comme vous le pressentiez, et quelle que soit la noblesse des motifs invoqués et l'élévation de pensée dont ils témoignent, vous le savez, cette délibération se heurte au tabou juridique de l'inaliénabilité des objets culturels appartenant à une collection publique. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, le préfet du coin a déféré cette délibération dans le cadre de son contrôle de légalité au tribunal administratif de Rouen, sur ordre du ministre de la Culture. Vous voyez que cette question préoccupe les plus hautes instances de l'État. Nous sommes en métropole dans un système de décentralisation accentué et on eût pu imaginer que le ministre de la Culture laisse à la ville de Rouen l'autonomie nécessaire pour gérer la situation de cette tête maorie. Eh bien non. La ministre, je crois que c'était Mme Albanel, a dit au préfet, monsieur le préfet, déférez la délibération. Et le tribunal administratif de Rouen a annulé, en disant, le principe d'inéligibilité fait obstacle, et la ville de Rouen avait essayé de se glisser déjà sur le terrain des lois bioéthiques en disant, attendez, la tête dans un musée, elle est dans un patrimoine public. Or, les lois bioéthiques, le Code civil, l'article 16.1 et suivant, vient nous dire que les restes humains, que le corps humain n'a pas de valeur patrimoniale. Il est extra-patrimonial. Donc, vous voyez, l'invocation de cette norme bioéthique, dit-elle, devrait écarter l'inaliénabilité, si vous voulez, de l'objet. Alors, le juge a annulé, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation, c'est un très beau débat juridique. Mais les élus de la ville de Rouen ont fait preuve d'une admirable pugnacité. Et ils ont profité de l'évolution ils ont profité des circonstances, et notamment de l'actualité artistique et judiciaire du moment, à savoir une exposition de cadavres, qui était une exposition qui s'appelait Our Body, exposition de cadavres organisée à Paris, à des fins artistiques d'ailleurs. Seulement, les organisateurs devaient en découdre avec la justice. Deux associations, Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine, décident de réclamer la fermeture de cette exposition de cadavres, de cette exposition de cadavres, à des fins commerciales, en disant que ça porte atteinte à la dignité, à la décence et à l'intégrité des personnes. Ça, ce sont les termes qui sont dans les lois bioéthiques, dernière formulation, loi de 2008 sur l'évolution de la législation funéraire. Mais surtout,
il y avait en l'espèce une forte suspicion d'un trafic de cadavres ou de condamnés à mort en provenance de Chine. Alors, pour une bonne compréhension de cette question, je dois faire un petit détour par l'histoire de l'art. Vous savez, c'est Gunther von Hagens, dans ce qu'on a appelé les cadavres exquis, c'est une expression chère aux surréalistes, qui est un anatomiste allemand. Et vous verrez que ce que fait Gunther von Hagens n'est pas très loin de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la conservation des têtes maories. Parce que ce qu'il a inventé, cet anatomiste allemand, ce sont les plastinas. Et les plastinas se présentent comme des écorchés de cadavres humains, exhibant avec finesse et précision le squelette, les viscères, les muscles, parfois un fœtus dans le corps de sa défunte mère enceinte de 6 mois. Les corps ainsi figés sont retravaillés au scalpel. Le chef-d'œuvre, le clou du spectacle à l'exposition de Bruxelles, est un cheval se cabrant avec son cavalier. Le nombre de candidats, il faut être volontaire pour être plastiné, le nombre des candidats à la plastination généreux donateurs de leur corps à la science augmente, paraît-il, quotidiennement. La plastination est une technique de conservation du corps par injection dans le cadavre d'un matériau plastique qui remplace l'eau dans les cellules. La manifestation, intitulée Corper Welton, le monde du corps, ont accueilli, mesdames et messieurs, des millions de visiteurs entre le Japon, Mannheim en 1998, Vienne en 1999, Berlin en 2001. Gunther von Hagens qualifie ces expositions d'art anatomique et reconnaît que la finalité esthétique de son travail a une importance égale à l'objectif purement pédagogique et esthétique. L'exposition dont je vous ai dit un mot, il fallait faire ce petit détour par l'histoire de l'art, sinon on ne peut pas comprendre du tout la problématique de Our Body. L'exposition Our Body, organisée à Paris le 12 février 2009, présentait, dans le droit fil de ce que je viens de dire, des cadavres humains plastidés. Et là, il y a eu des décisions du juge judiciaire, nos confrères de l'ordre judiciaire, qui ont été saisis, puisque là, on rentrait dans le droit des personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est d'analyser les décisions dont je voudrais vous donner un petit condensé. Les juges se sont essentiellement attachés à la licéité de l'origine des corps et nous disent qu'en définitive, les corps peuvent très bien être montrés dans un musée, les cadavres. Ils peuvent être très bien montrés dans des expositions, parce que le respect, et ça c'est tout à fait important, que l'on doit aux cadavres, n'interdit pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent. Ce qui permet, disent les juges, de donner à voir à ces visiteurs dans les musées des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques sans entraîner l'indignation ni les troubles à l'ordre public. Alors le juge dit, pourquoi pas des cadavres plastinés? Aucun problème. L'argument est tiré de ce que le champ de la connaissance s'élargit et qu'il faut satisfaire la curiosité du public, à condition toutefois, et j'en arrive à la phrase clé du dispositif juridique, à condition toutefois qu'il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l'utilisation de leurs cadavres. Or, l'espèce, la preuve n'était pas rapportée. Le juge interdit l'exposition du fait de cette suspicion de trafic de cadavres. Rien ne fait d'obstacle à ce que les cadavres soient montrés dans les musées, dans des expositions ouvertes au public. Et je vais maintenant essayer de vous dire pourquoi, de vous expliquer pourquoi en rentrant un peu dans la profondeur du droit, ou si vous préférez, en faisant un peu une brève incursion dans la philosophie du droit. L'Occident tient le corps humain pour un objet. Des juristes tout à fait éminents, comme le doyen Carbonnier, par exemple, que les étudiants en droit, il y en a dans cette salle, connaissent bien, disent que la mort, du point de vue juridique, c'est l'évanouissement de la personnalité. Marcel Plagnol, qui était un très grand juriste, dit « les morts ne sont plus des personnes ». La dépouille mortelle du point de vue du droit occidental, vous verrez tout à l'heure qu'il y a d'autres systèmes juridiques,
Que les dépouilles mortelles, du point de vue du droit, quittent le monde des personnes pour rejoindre celui des choses. Et vous comprenez toute la problématique de l'objet dans les musées. Pour le juriste, c'est tout simplement l'idée que seule la personne vivante est apte à exercer des droits, et apte à exercer des droits. Le corps humain, lorsqu'il est dissocié de la personne pour devenir cadavre, est une chose. Il est chosifié. Certes, il existe des périodes interstitielles. Certains juristes ont dit que ce n'est pas un objet pur, où il y a encore la réminiscence de certains droits. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui est très connu, Millot, avec de très belles conclusions de Denis Kessler, auxquelles je renvoie les étudiants qui seraient intéressés. Et là, le Conseil d'État, il s'agissait de la mort d'un jeune homme de 24 ans, et le chirurgien, lorsque le jeune homme avait basculé de la vie à la mort, que les signes cliniques disaient « il est mort », avait fait des gestes qui ne pouvaient pas être faits sur un vivant. Et on a dit « attendez un peu, vous allez trop vite ». Et là, cette pratique est attentatoire au principe de dignité. Au principe de dignité de la personne qui va survivre un peu, et pas longtemps, au cadavre, avant qu'il devienne chose. C'est une période très courte, c'est une période brève. Mais vous voyez ici, le droit occidental rejoint la théologie, rejoint la Bible. Dans la Bible, théologie judéo-chrétienne, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Et lorsque le prophète Ézéchiel dit « je vais ouvrir les tombeaux et je vous en ferai sortir », c'est une image. Les corps sont voués à la finitude biologique. Ce qui ressuscite, c'est le corps psychique. Ce n'est pas le corps biologique qui est voué à la destruction, à la finitude. C'est pourquoi les articles 16 à 16.9 du Code civil, codifiant les lois bioéthiques et qui, à un instant, les élus de Rouen ont imaginé un instant que cela leur permettrait de sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient, eh bien, ça n'a pas été possible parce qu'il y a cette résistance tout à fait forte que le corps humain est une chose. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour cette conférence. J'ai trouvé, par exemple, en feuilletant la Gazette de l'Hôtel Drouot du 16 octobre 87, ce n'est pas si loin, on trouve des photos à l'appui de la vente, le lundi 9 novembre 87, où on propose à la vente la tête d'un homme réputé, assassin guillotiné en France, sous la qualification de préparation anatomique formulée, ainsi que des corps momifiés de 3 enfants de 6 ans et demi et 7 mois. Cela confirme bien l'assimilation du corps humain à une chose. Il peut même être vendu aux enchères. Extrêmement curieux. Les restes d'humains sont des choses, j'espère vous en avoir convaincu. Lorsqu'ils rentrent dans les musées, ils deviennent des objets culturels, des objets d'art. Ils sont frappés par l'inégalité. Ils ne peuvent sortir des collections. Ils ne peuvent pas être restitués. L'affaire est entendue, j'espère vous avoir convaincu. Pour restituer l'objet, il faut une loi qui va couvrir cette contrariété du droit. Seulement voilà. Nous sommes ici en Océanie. Et cette conception de la mort qui prévaut en Occident diverge radicalement de la conception océanienne de la mort, autant que je puisse moi-même en avoir la conviction, en tout cas l'intime conviction. Le crâne surmodelé maori que vous avez vu, et ça c'est pardonnez-moi de cette liberté de propos, mais la performance du centre de communication du centre, la tête maori, vous avez vu sur la carte d'invitation, est une tête qui n'est pas morte, elle est extrêmement vivante. Le crâne surmodelé que vous avez vu sur la carte d'invitation à la conférence vit d'une vie nouvelle, plus intense. Le visage, la tête sont remodelés, reconfigurés pour s'affranchir des limites selon des critères esthétiques nouveaux, plus fluides, pour rendre présents des esprits de non-humains ou d'ailleurs. Mais ces esprits sont tout sauf spirituels, en ce qu'ils ne renvoient pas à la vie de l'âme, à son élévation, à son salut, mais aux fonctions pratiques qu'on leur demande de tenir dans la vie sociale. La tête maori est totalement vivante, elle est pleinement vivante. Elle nous met en connexion avec le monde des esprits, elle est chargée, pour reprendre l'expression de l'ethnologue M. Godelier lors du symposium du Quai Branly. Nous touchons ici une question très subtile. Il est difficile à un occidental d'aller plus loin. Nous devons nous avancer sur ces questions avec beaucoup de prudence.
C'est la raison pour laquelle je vous propose, pour aller plus loin dans les investigations et d'aller au cœur du sujet progressivement, de citer les propos tenus par M. Marcelin Abong, directeur du musée de Port-Vila. Il était à Port-Vila il y a quelque temps, nous sommes ratés, il partait en Australie quand j'arrivais à Port-Vila, mais les propos de M. Abong sont tout à fait éclairants, il est lui-même de Manicolo, et voilà ce qu'il dit, non pas à propos des têtes maoris, mais à propos des mannequins funéraires, je le cite. Et voilà ce qu'il dit lorsqu'il est au musée du Quai Branly, il venait d'arriver. Et voilà ce qu'il dit, il dit « Je voudrais vous parler au nom de certaines tribus de l'île de Manicolo », ça c'est très important. Pas du tout des propos d'un ethnologue ou des choses comme ça, c'est des propos des populations, des communautés de Manicolo, dont les mannequins funéraires sont appelés les Rambarampes, qui étaient exposés au musée de l'Homme et sont maintenant ici au musée du Quai Branly. Je voudrais parler au nom de toutes ces tribus, et je suis tout à fait solidaire de son propos, je puis vous l'assurer. Dans cette partie de l'île de Manicolo, à laquelle moi-même j'appartiens, où les hommes et les femmes sont chefs, nous avons parmi nos traditions celle de remodeler la tête des grands chefs, femmes ou hommes, les hommes vigoureux, les chefs. Nous avons, depuis le début du siècle dernier, certains restes de ces grands chefs que vous pouvez trouver ici au musée. Je les ai vus tout à l'heure, dit-il. Ils ont été récoltés par les missionnaires ou par les chercheurs de tous bords, soi-disant pour les étudier. Pour nous, cela fait partie du respect de notre culture, du non-respect de notre culture. Les missionnaires ont défini notre culture comme une culture archaïque. Je crois que ce n'est pas vrai. Nous avons notre propre culture et nous vous demandons de respecter cette culture. Faire sortir les têtes de nos chefs va à l'encontre de notre culture parce que ces mannequins funéraires font partie de nos rituels. Après les 5 jours de deuil de la personne aimée, on détache le crâne du corps pour remodeler la tête de la personne aimée, pour que cette tête reste toujours dans le Nagamal, la maison taboue. Cette tête n'est pas destinée à être vue par les femmes, les non-initiées. Je parle au nom de ces tribus. Les chercheurs et même les missionnaires ont porté atteinte à tout ce qui est tabou selon notre culture et notre façon de voir les choses. C'est M. Abong qui parle. Vous avez votre propre conception des sociétés. Vous avez votre propre droit occidental, propre saisi par le droit de la mort. Nous avons la nôtre. Nous vous regardons comme vous êtes et nous vous demandons de nous regarder comme nous sommes. Chez nous, nous disons que l'homme est double. Flux vital de sang d'une part et personnage d'autre part. Chacun de nos coutumes essaie de célébrer cette vision de l'homme. L'homme appartient à ses pères qui lui ont donné son nom, un statut, une fonction, une terre, ce qui est vraiment important pour la personne elle-même. Il est flux vital par le sang qui lui est donné, que lui a donné sa mère. Le flux vital appartient aux oncles maternels. Entre les deux, le moi n'existe pas. Même mon sang ne m'appartient pas. Il appartient à ma famille. C'est pour cela que l'on considère dans la culture de la partie sud et sud-ouest de l'île de Manicolo, dans toutes les tribus, que la personne appartient à la famille. Ceux qui ont récolté ou acheté à bas prix ces mannequins funéraires, la tête de nos chefs ont porté atteinte au droit de notre culture. C'est en résonance ce qui est dit dans les déclarations du droit que je vous ai citées tout à l'heure. Au nom de ces chefs de tribu, je voudrais vous demander de rapatrier ces mannequins funéraires. Vous avez déjà étudié ces mannequins funéraires et je vous en remercie beaucoup. Je remercie les chercheurs, je crois que vous les avez assez étudiés et je crois qu'il nous faut nous les renvoyer pour qu'on leur fasse leur propre funérailles. C'est l'affaire des têtes maoris. Achever le cycle de la mort. Voilà, nous touchons ici, bien sûr, vous l'imaginez, vous le pressentiez, à l'essentiel de l'essentiel, à ce qui touche le cœur même du droit à restitution. La restitution doit s'appliquer à des objets qui nous mettent en contact, comme le dit M. Abong, avec le sacré, mais au sens que Rudolf Otto donnait à ce terme, pour qualifier cette sphère au-delà de l'éthique et du rationnel, qui se représente sous le double aspect d'un mystère effrayant et fascinant. Cela ne concerne pas seulement des objets concernant des restes humains, mais les restes humains nous relieront de manière privilégiée avec le sacré ou avec les traces du sacré au sens de Rudolf Otto. Le droit doit prendre en compte cette réalité. Il doit être reformulé. El Khadraoui a l'extrême gentillesse de rappeler les travaux sur l'environnement, mais il doit être reformulé
refondée à la lumière de cette vision du monde océanienne. Et ici, les jeunes gens et les jeunes filles qui étudient le droit à l'université, leurs professeurs qui sont là, du fait de leur appartenance au monde océanien, du fait de leur culture juridique occidentale, je le crois, c'est une chance, sont à même peut-être de faire cette nécessaire synthèse. Ces considérations me conduisent tout naturellement à exposer mon troisième thème, comment refonder le droit à restitution à la lumière de la coutume océanienne. C'est de cela dont il va être question maintenant. J'exposerai ça sous la forme d'un diptyque, c'est très commode. Tout d'abord, ce que la restitution ne doit pas être, et ensuite, ce que la restitution doit être. Mais si vous m'y autorisez, je vais vous demander quelques instants pour étancher ma soif, me poursuivre. Ce qu'elle ne doit pas être. Tout d'abord, et c'est fondamental, la restitution doit être souhaitée par les communautés autochtones et ne doit jamais être imposée par l'État détenteur de l'objet. Bon, je vais faire court, mais j'avais une foule d'exemples où les restitutions se sont avérées être des catastrophes quand elles ont été imposées. L'exemple, par exemple, d'un totem pour des communautés Ashlap, restitué par le gouvernement suédois. On voulait faire un geste médiatique. Voilà, seulement le totem, il est resté dans le carton d'emballage. Ben oui, vous comprenez. Et il fallait construire un musée, on n'a pas construit de musée. Et l'endroit d'où est sorti le totem, on a fait une copie du totem, et qui est plus parlante que le totem original. Donc, bilan de l'opération, il n'est pas probant. La restitution n'a rien à voir avec la repentance, ni avec le sanglot de l'homme blanc, selon le titre d'un livre de Pascal Bruckner. Et je voudrais vous montrer ici, vous proposer peut-être, après cette œuvre de Denis Thiavoine, œuvre magnifique, vous proposer de visiter l'église de Balade, que vous connaissez certainement parce que ces vitraux sont classés monuments historiques, et je vais vous proposer de regarder ce vitrail, qui est tout à fait étonnant. Et lorsque vous regardez ce vitrail, qui m'a impressionné, vous voyez que... Pardon, excusez-moi. Vous voyez sur ce vitrail, je suis navré de vous imposer ces... Lorsque vous regardez ce vitrail, la scène est magnifique. Vous voyez les coutumiers qui portent un crâne. Et vous voyez de l'autre côté des religieux, c'est Monseigneur Douard, avec ses acolytes. Et vous voyez les coutumiers qui donnent un crâne à Monseigneur Douard. Et ce crâne, c'est celui du frère Blaise Marmonton, le religieux assassiné. Vous voyez le sens de cela. C'est une restitution. On dit à Monseigneur, je vous restitue le crâne du frère pour qu'il puisse avoir une sépulture conforme aux rites ancestraux, aux rites catholiques. Là, regardez, c'est les mêmes termes que j'emploie pour la tête maorie. Mais il y a une lecture beaucoup plus profonde de cette scène. Ça veut dire aussi, regardez, je vous rends le crâne parce que le sang du frère a coulé. Il a coulé sur notre terre qui est sacrée, il a sacralisé la terre, il est devenu maintenant un des nôtres. Il est rentré dans notre généalogie, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les mannequins funéraires. Vous avez presque une similitude avec les termes que je viens d'employer. Le frère fait partie de notre généalogie. Nous pouvons donc maintenant restituer le crâne par ce geste coutumier, mais qui rejoint là la coutume essentielle, la coutume fondamentale, la coutume dans le sang. Et vous voyez que la restitution à la lecture iconographique de ce vitrail prend un sens éminemment profond. On n'est plus dans une logique de revendication ou un sanglot de l'homme blanc. On touche aux profondeurs du monde océanien, et c'est l'iconographie de ce vitrail qui m'a incité à cette analyse que j'ai vérifiée auprès de quelques personnalités tout de même. Voilà, si vous voulez, comment la restitution doit pouvoir se penser. Elle ne doit pas être imposée.
Je dirais simplement, par exemple, que dans un film récent, Edward Whiting, qui filme l'histoire d'un expert des îles Salomon invité au British Museum pour examiner les objets des Salomon, il vient pour aider à identifier les objets, c'est classique, et en décrire les usages. À la fin de son séjour, on lui demande ce qu'il pense de la restitution et s'il souhaitait rapporter ces objets avec lui. Et le cinéaste dit, je cite ses propos, non. Non, non, surtout pas. Ne nous les donnez pas. Ils n'apporteraient que des ennuis chez nous. Gardez-les. Vous, au moins, vous savez comment vous en occuper. La restitution peut poser parfois des problèmes muséaux impossibles à régler. Bien plus, la restitution peut désorganiser, déstabiliser en profondeur les communautés autochtones. Malek Adarehou m'a guidé sur cette piste et je le remercie parce que je ne cesse d'y penser. C'est le crâne du guerrier aborigène Yagan, je ne vais pas vous l'énoncer en détail, mais son crâne a été enterré en Angleterre. Ensuite, il y a eu des demandes de restitution de ce crâne. On ne trouvait plus le crâne, il fallait ouvrir le cimetière. Et puis ensuite, quand on a trouvé le crâne, on ne savait plus trouver le corps pour assurer la jonction, parce que dans la tradition maori, il ne faut pas se tromper dans la jonction pour la bonne circulation des esprits. Il y a eu des procès, il y a eu ensuite des contestations sur les familles. Ça a été pendant des années et des années, des dizaines d'années, une source de conflit considérable entre les communautés autochtones. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence et de discernement. Voilà, comment on peut dire ce qu'est le droit à restitution. Alors, si je n'abuse pas de votre attention, je vais vous dire un mot des manuscrits coréens. C'est quelque chose de très important, l'affaire des manuscrits coréens, qui va nous permettre de cerner, vous voyez, progressivement les contours du contenu, de la substance du droit à restitution. À l'occasion du déplacement du président de la République à Séoul pour le G20, un ancien différend entre la France et la Corée du Sud a connu un heureux dénouement. Un accord a enfin pu être trouvé permettant le retour sur le sol coréen des manuscrits royaux de la dynastie Joseon. Cette collection unique de manuscrits est aujourd'hui divisée entre Séoul et Paris. Près de 300 volumes précieux ont en effet été emportés en France à la fin du XIXe siècle par l'amiral Rose, à la suite d'une expédition de l'armée française en Corée. Or, ces manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France constituent un témoignage historique tout à fait unique et essentiel pour la Corée, car il recense en détail les prescriptions protocolaires, les cérémonies, la vie et la cour sous la dynastie Joseon de 1392 à 1910. Il mélange texte et illustrations réalisés avec minutie. Ces manuscrits constituent l'un des ciments essentiels de l'identité historique et culturelle coréenne et un fonds documentaire historique unique pour la mémoire du peuple coréen. En 1993, François Mitterrand avait ouvert la voie et remis un premier volume, un peu subrepticement, à la Corée, malgré les réticences très très vives des conservateurs des bibliothèques français. Il avait aussi promis que le reste des manuscrits retrouverait le sol coréen. Mais je pressens votre objection. Vous allez me dire, mais monsieur, non, ce n'est pas possible. Même un président de la République ne peut pas transgresser une règle de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je pressens votre objection. Vous allez me dire, l'inaliénabilité s'oppose à la restitution des manuscrits. Et là, pour contourner cette règle d'Élysée qui ne manque pas d'imagination, a inventé le prêt à longue durée. Et on sait bien qu'un prêt à longue durée qui est automatiquement reconductible se transforme, bien sûr, en une restitution pure et dure. C'est une formule inédite. L'Élysée a inventé le prêt de longue durée des 297 manuscrits. Il a été décidé par l'Élysée seul, avant de consulter le ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand. Ce dernier n'a pu faire valoir son point de vue que sur les modalités du prêt. L'avocate Corinne Herskovitch et le directeur du site Tribune de l'Art, Didier Rickner, s'expriment ainsi. Quel scandale! M. Sarkozy les cite seul, comme si ces manuscrits lui appartenaient alors qu'ils appartiennent à la France, juste parce que ça l'arrange dans ses échanges diplomatiques et commerciaux avec la Corée. Christophe Vital, le président de l'Association des conservateurs
des musées de France, que d'ailleurs, je connais bien, puisqu'il fut autrefois à Fontenay-le-Comte. Christophe Vital s'insurge. Et il nous dit, si on fait de la repentance, on vide les musées d'un bon tiers. Fin de citation. Mais M. Sarkozy avance un argument inédit, à mon sens solide, qui devrait renouveler de fond en comble le droit de restitution. Ces documents appartiennent à l'identité coréenne. Je me suis efforcé de le prouver, de le démontrer, et non au patrimoine universel. Souvenez-vous de ce que disait le directeur du British Museum. Dans cette logique, tout objet rentrant dans la première catégorie peut être restitué, non s'il entre dans la seconde. La substance de l'identité, c'est ce qui nous relie au secret, au sacré, et vous voyez bien comment on peut retrouver le fil de tout ce qui a été dit précédemment. C'est pourquoi vous voyez se dessiner, et c'est ma dernière partie qui, rassurez-vous, je ne ferai que l'esquisser sur les contours de ce que pourrait être un droit à restitution qui s'insère dans la logique océanienne de l'échange. Et c'est peut-être le génie ici du centre de Chibaou, de pouvoir être le lieu de la reformulation du droit à restitution, dans la logique de l'échange, de la circulation des objets, du don. Je me bornerai à donner quelques points de repère. M. Casareo est beaucoup plus à même que moi d'en parler. Je me contenterai de donner des points de repère d'un usager du centre, mais qui mettent la question en perspective. Tout d'abord, l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. En 1980, à la demande de Jean-Marie Chibaou, la DCK, Roger Boulet, chargé de mission, font l'inventaire du patrimoine kanak dispersé, remarquable, une cartographie des objets à travers le monde. Superbe exposition de Jade Edenac, patrimoine kanak, réalisée à Nouméa en 90 et à Paris en 91. L'exposition temporaire d'œuvres ici, qui sont des œuvres qui proviennent des plus grandes collections du monde et qui permettent d'avoir ce lien personnel, intime avec les œuvres au fil de nos visites ici. Des objets ambassadeurs de la culture kanak à travers le monde. Et puis l'exposition des bambous gravés, qui est une exposition récente que j'ai trouvée tout à fait extraordinaire. Le musée d'ethnographie de Genève, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, a été un des premiers à restituer une tête maori, sous l'impulsion de mon ami Louis Necker, qui était à l'époque le directeur de ce centre, une des premières têtes maori qui a été restituée. Eh bien, le MEG a organisé la première véritable exposition sur les bambous gravés, comportant notamment les calques de 93 bambous. Cette exposition a fait l'objet d'une remarquable scénographie à Genève, a voyagé jusqu'à Nouméa, pour s'installer quelque temps au musée de Nouvelle-Calédonie, ce qui a permis d'engager un dialogue, et ça me paraît fondamental dans la logique de l'échange, un dialogue artistique avec certains artistes kanaks qui gravent à nouveau des bambous. C'est le cas de Michetine Néporon, qui depuis 1992 actualise dans son travail artistique la démarche des graveurs anciens. Et le MEG a acheté des bambous gravés de Michetine Néporon. Vous voyez, c'est extraordinaire. Les objets, dans le cadre de cette restitution sous forme d'échange, de coutumes, partent d'ici, Nouvelle-Calédonie, et vont rejoindre le musée d'ethnographie de Genève. Les objets circulent, se répondent, s'échangent. Vous connaissez bien sûr, et je termine là-dessus, le musée d'art contemporain, le musée Pompidou à Paris, le musée Beaubourg. Vous connaissez des œuvres d'artistes comme Émile Noll, qui est un artiste allemand. Ces artistes, je crois, ne sont jamais venus en Océanie, mais ils ont puisé dans la force de leur inconscient des motifs tribaux. Ils ont trouvé dans ces motifs la source de leur inspiration. Ce sont des œuvres formidables. Ils ont trouvé leur inspiration, la force de leur création. Vous connaissez aussi l'œuvre commune de 4 artistes, peintres, Michetine Néporon, Denis Tiavoine, Yvette Bouquet, Paul Abois. Paul Abois-Goni, exposé à Païta et qui porte le titre de Reflet. Eh bien, vous voyez, je forme le vœu que cette œuvre rejoigne les cimaises du musée Pompidou pour nourrir ce dialogue, pour nourrir cet échange entre les artistes, entre les frères artistes, pour que cet échange se situe au cœur de la création artistique, au cœur de cet échange, au cœur de cette coutume, au cœur de la création, comme si c'était le premier matin du monde.
Il y a des textes qui concernent le suivi de ces objets lorsque les objets passent d'un pays riche à un pays pauvre. Non, enfin, si c'était peut-être le code de déontologie, l'ICOM, mais si vous voulez, pour répondre à votre question, justement, dans le droit à restitution et dans ses modalités implique que le pays demandeur soit en mesure d'apporter des garanties techniques de conservation de l'objet. Et se pose aussi la question de savoir si on a intérêt à ce que l'objet passe d'un musée à un autre musée. C'est pour ça que souvent la restitution n'a pas pour fonction de rapatrier l'objet dans un autre musée. Ça serait la négation, sinon. C'est pour qu'il soit restitué dans les communautés autochtones ou pour que, comme les têtes maories, pour qu'ils reçoivent une sépulture conforme aux rites ancestraux. C'est pour... vous voyez, les restes humains, par le biais des revendications des peuples autochtones, sortent du statut d'objet et deviennent dépouilles mortelles. Et après avoir séjourné pendant des années dans les musées comme objet, revenant dépouilles mortelles, se réhumanisant en quelque sorte, eh bien, ils peuvent boucler le cycle en ayant une sépulture et des rites funéraires. Excusez-moi, dans le micro. Je me réfère à ce que vous avez dit à propos de l'île Salomon. L'île Salomon a dit on ne veut pas restituer parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Mais c'est pas... J'ai essayé de montrer que tout cela doit se faire avec beaucoup de délicatesse, de prudence, si vous voulez, de prudence. Et c'est pour ça que lorsque l'on inscrit le droit à restitution, c'est des conversations que j'ai eues ici qui m'ont convaincu de ça. Je n'en étais pas convaincu au départ parce que je suis juriste, donc je suis une vision un peu brutale du droit. Mais je pense qu'il faut voir la restitution des objets avec la singularité des populations, des cultures dans lesquelles on va demander ce droit à restitution. Et des possibilités matérielles, techniques, parce que il y a maintenant, avec la mondialisation, avec les techniques, des moyens de voir un objet dans un musée alors même qu'on n'est pas présent ou de faire circuler cet objet, vous voyez. Bonsoir Monsieur Brizol, Marianne Tissandier du Musée de Nouvelle-Calédonie. Je voulais vous demander finalement... Je ne sais pas si le micro fonctionne. Vous m'entendez ? Un peu mieux, voilà. Un peu mieux, oui. Finalement, pour les têtes maoris, vous ne nous avez pas dit quelle a été l'astuce juridique qui a été prise pour que les têtes maoris puissent enfin... Est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui a été prise pour contourner justement l'inaliénabilité ? Oui, je vous remercie de votre question. Elle est une très grande finesse parce que la loi porte sur l'ensemble des têtes maoris détenues par la France. Donc la loi permet le départ de toutes les têtes maoris détenues par la France, qui doit être au nombre, si je ne me trompe pas, de 12 têtes. C'est je m'exprime, c'est un global, pour éviter de faire des lois ponctuelles, justement, sur chaque tête. Allez-y. Hélène Nicolas, oui. Hélène Nicolas, qui est professeure de droit et spécialiste du domaine public. Merci beaucoup. Oui, je voulais rebondir sur la question qui vient de vous être posée. Donc la solution peut être parfois la loi, moins ponctuelle quand on arrive à prendre une décision là sur une catégorie d'œuvres, mais elle peut être aussi donc une espèce de tour de passe-passe ou de finesse juridique entre la distinction de ce qui serait l'identité d'un peuple et un bien qui ferait partie du patrimoine commun de l'humanité. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Comment faire la différence, en fait, entre les deux ? C'est évidemment extrêmement difficile. Ça me semble très compliqué. Oui, non, c'est extrêmement difficile. Je pense c'est évidemment très, très difficile parce qu'il peut y avoir des situations borderline, limite. Je pense que ça appartient, si vous voulez, justement aux communautés autochtones que j'ai citées tout à l'heure, Marcelin Abong, de nous dire en quoi ça relève de l'identité, de rapporter la preuve que l'objet est essentiel pour l'identité. Hein. Et vous savez, j'ai voulu être bref et je n'ai pas voulu vous empoisonner avec des considérations juridiques. En fait, il y a une possibilité de déclasser les œuvres. Il y a une procédure qui permet de sortir les œuvres, des procédures administratives. Parce que, sortons des musées.
Mais vous savez bien qu'on peut faire sortir un bien du domaine public. Une préfecture, par exemple, qui est désaffectée, on la fait sortir du domaine public et puis on la vend, ça ne pose pas de problème. Les portions du domaine public maritime ici qui sont soustraites à l'action des flots deviennent des parties privatisées, on y construit des immeubles. La sortie d'un objet du domaine public n'est pas du tout un problème en droit français. Ça n'est un problème que dans les musées. Bon. Mais il y a la loi organisée une procédure de sortie des objets, mais qui, à ma connaissance, n'a jamais été utilisée, ou lorsqu'elle a été utilisée, ça s'est soldé par un refus. Parce qu'il y a justement ce que je disais tout à l'heure, la force, la densité de cette notion de service public des musées, et qui fait que les objets ne peuvent pas en sortir, s'agissant du service public des musées. Donc je pense que ces commissions qui n'ont jamais fonctionné, parce que je pense que c'était des commissions technocratiques, et ça c'est dit dans tous les rapports, on devrait leur substituer, c'est peut-être notre apport ici dans les travaux que nous ferons plus tard, qu'il puisse y avoir des commissions avec c'est pour ça que j'ai beaucoup cité Marcelin Bon, avec des commissions avec des gens des communautés autochtones, qui peuvent nous rapporter, enfin pardonnez-moi, c'est du langage de juge, mais qui peuvent nous rapporter la preuve, si vous voulez, c'est évidemment pour former l'intime conviction que l'objet est indispensable à la préservation de l'identité. Moi, en entendant, j'avoue que je vais souvent au musée de Port-Village, à chaque fois que je vois le mannequin funéraire, je suis complètement effrayé, enfin, je suis stupéfait. Enfin, c'est une fascination que ce mannequin, il est toujours là, il était il y a 8 jours, 10 jours. C'est une fascination que ce mannequin funéraire exerce sur moi. Bon, parce que je sens qu'il a une présence très, très forte. D'ailleurs, tous les récits que j'ai pu lire, c'est la réincarnation du chef, c'est quelque chose de très, très fort. Donc là, on voit avec les mannequins funéraires qu'on est vraiment en présence d'un objet qui se rattache à l'identité. Bon. Mais c'est vrai que pour d'autres catégories d'objets, ça peut être difficile. Mais il pourrait y avoir une commission qui ne soit pas uniquement une commission technocratique d'experts, c'est pas des obligeants ce que je dis, mais des bureaucrates, mais qui permettent une représentation des communautés autochtones en tant que telles, des gens qui vivent sur place. C'est pour ça que j'ai cité Marcelin Bon, et qui peuvent donner une vision de la perception du monde telle qu'on peut la voir au regard des objets. Oui, merci pour votre intervention, monsieur Jean-Pierre Detex, je suis là. Ah, pardon. Je vais me rattacher à un des derniers points que vous abordiez, à savoir les restitutions qu'on ne doit pas faire. Ça m'amène à me demander si effectivement il ne faut pas faire cohabiter la restitution et la circulation. Parce que je prendrai comme exemple, lorsqu'on a conçu les aspects, les cases de muséographie de ce centre culturel, la restitution paraissait très, très difficile pour des pièces qui intéressaient les muséographes, mais et pourtant il y avait eu une revendication longue, comme le retour de la tête d'Ataï, etc. Donc la demande de restitution du patrimoine était forte. Et devant la difficulté de la restitution, on a joué sur le prêt et le retour d'objets. Et ce qui a été intéressant lorsqu'on a ramené les premiers objets, pour une durée déterminée, certes, mais c'est que les gens ont développé un certain nombre de concepts tout à fait intéressants. Le concept d'abord d'objets ambassadeurs, disant quand les objets ne sont pas là, sont dispersés ailleurs dans le monde, ils nous donnent une présence dans le monde. C'est-à-dire qu'ils affermissent notre identité ailleurs dans le monde. Ce n'est pas sans intérêt. Un autre concept qui avait été développé à cette époque, c'est les objets reviennent et se ressourcent eux-mêmes sur leur terre d'origine. Mais pour le regard des visiteurs, un troisième concept, si je peux dire, est apparu à peu près spontanément, à savoir que ces objets nous ressourcent nous aussi. C'est-à-dire que nous retrouvons les objets de nos ancêtres, de nos familles, et plus particulièrement pour les clans qui retrouvaient des objets ancestraux. Donc c'était quand même quelque chose qui nous avait paru très positif, cette circulation des objets, qui en même temps permet de la conservation dans de bonnes conditions
Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut peut-être aujourd'hui concilier et cultiver les deux, parce qu'il y a peut-être parfois de réels besoins de retour. Je pense, comme vous le disiez, quand il faut assurer la sépulture, elle ne peut pas se faire n'importe où. Et puis peut-être qu'effectivement, l'identité peut s'enrichir de ressourcement d'une part, et puis de présentation d'autre part. Je vous remercie beaucoup de ce que vous venez de dire. Ça correspond exactement à ce que je pense. Vous l'avez dit avec beaucoup plus de précision, mais c'est effectivement ça. Et je pense que si on prolonge cette soirée par des travaux comme nous l'envisageons, des publications, je pense qu'effectivement, cette conception du droit à restitution, cette combinaison du droit à restitution dans un système d'échange et de circulation de bioambassadeurs, du ressourcement d'objets, me paraît tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Merci beaucoup. Oui, bonsoir et merci. Excusez-moi, je voulais poser la question par rapport à la tête du grand-père Ataï. C'est ma famille, c'est mon clan. Je suis le grand chef Kawa de la région de la Foix. Je voudrais vous demander, pour la restitution de son crâne, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, au niveau du clan? Parce qu'on en a fait mettre de monde, mais jusqu'à ce jour, on ne nous a jamais répondu dessus. Sur sa tête et sur les endroits sacrés où il avait sa tribu et tout, que nous protégeons toujours, nous désirons revivifier, faire revivre ces endroits. Voilà ce que je voulais vous demander, et puis encore merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup de cette question, mais je pense que la restitution de cette tête est une question qui est ressortie exclusivement à la compétence de la famille, du clan, s'il s'y croit fondé. C'est vraiment quelque chose de très intime qui se rattache au droit de la personne. Et je pense que la procédure qui a été utilisée pour les têtes maoris, les expériences de restitution à travers le monde, doivent permettre de donner des éléments de réponse à ce que vous dites. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. La question suivante est, vous venez de développer sur l'exemple des têtes maoris, la restitution. Maintenant, je pose la question sur les dieux maoris, les dieux polynésiens, tels que les dieux des Marquises, les dieux de l'archipel des Marquises, les dieux de l'archipel des Gambiers, les dieux de l'archipel des Raromatei, de la société, les dieux de l'archipel des Australes, les Tuhapais, les dieux de l'archipel des Tuamotu, les Paumotu. Donc, est-ce que c'est possible de restituer ces dieux-là qui se trouvent dans le musée de France, tels que le Louvre, peuvent être faits de la même manière qui ont été faits pour la tête des Maoris, qui est restituée à la Nouvelle-Zélande, le pays de Aotearoa. Est-ce que c'est faisable ? Écoutez, vous savez qu'en droit, on dit que lorsqu'il y a des précédents, tout est possible. Dans l'état actuel du droit, il faut une loi. Il faut que la loi soit votée. Et voilà, tout objet peut être restitué sur réserve qu'il y ait une loi.
Si la loi était faite concernant les têtes des Maoris, donc j'imagine qu'on peut le faire aussi pour nos dieux à nous. Ah, si vous voulez, là, j'avoue, je suis un petit peu embarrassé. Je pense qu'il y a la procédure qui a été appliquée pour les têtes maoris peut être transposée pour toute catégorie d'objets et toute situation qui se pose dans des termes identiques, bien sûr. Quelles seraient les démarches à faire ? Écoutez, là, je crois que le mieux, c'est d'aller voir votre député ou l'assistant parlementaire de votre député. Hein, s'il faut enclencher une procédure législative, le mieux, c'est de référer à votre parlementaire. Donc, le député de l'État français ou le député qui représente notamment la Polynésie française, puisque Écoutez, nous en avons deux. Le plus simple, c'est de voir le député le plus proche, qui a vocation à représenter l'ensemble de la nation dans sa déclinaison territoriale, dans sa circonscription. Donc, soit un des deux députés polynésiens, ou peut-être aussi le ministre de la Culture. Ah, écoutez, commencez par le député. D'accord. Commencez par le député. Merci. Vous savez, il suffit de se prévaloir de l'exemple des têtes maoris, puis après le parlementaire qui représente la nation dans sa totalité sera à même de vous répondre si c'est opportun ou pas d'envisager une procédure de cette nature. Vous savez, les choses sont relativement difficiles, mais simples dans la compréhension du mécanisme procédural. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, je vais poser la question. Oui, ça veut dire la question par rapport à ce qui est dans l'église de Balane, là. Hein? Ah oui. Ce qui est dans l'église de Balane, la tête de frère, là. Hein, je crois que c'est le frère. C'est le frère Blaise. Le frère Blaise, voilà. Mais je crois que là-bas, c'est là que la colonisation qui est arrivée par là-bas. En 1843, il est passé par là, la colonisation, il est arrivé par le pied du pays, vers Balane là-bas. Mais quand ils sont venus avec la colonisation, mais ils sont venus aussi avec ce que tu avais dit tout à l'heure, la guillotine. Ils sont venus aussi avec la guillotine. Et puis la prise de position, c'est en 1853. Mais il y en a des vies à nous aussi, là-bas à Puebo. Mais parce qu'on parle de la restitution. Mais ils ont coupé la tête à les autres à Ouvanou. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, nous, moi personnellement, c'est notre grand-père, comme le vieux Kawa Berger, qui a dit aussi, son grand-père aussi, c'est Ataï. Mais nous, on demande aussi. Ils sont passés où tous les têtes et tous les vieux grands-pères là? Voilà. Parce qu'on parle de la restitution. Nous, on restitue aussi par rapport à cette colonie-là qui est venue par le pied du pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur, de ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser ou... Peut-être, Emmanuel, le moment est venu de clore. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore merci, monsieur Brizol. Et je voudrais simplement vous dire que la prochaine conférence se déroulera le jeudi 5 mai. On reste dans les musées. Il sera question d'une icône de l'imagerie populaire, en l'occurrence Tarzan, même si ça vous fait sourire. Et ce sera Roger Boulet, muséologue et anthropologue, qui viendra décrypter le mythe qu'il incarne. Voilà, merci à vous et à très bientôt.